Bonjour Marine Tondelier et bienvenue dans les 4V. Bonjour, merci de votre invitation. Je vais d'abord vous faire réagir à cette chronique, cette proposition d'Elisabeth Borne qui se dit donc qu'il faudrait peut-être mettre des quotas pour inscrire les filles dans les études scientifiques face aux chiffres qui sont évidemment pas très bons. On sait que les femmes sont largement sous-représentées dans ces filières. La discrimination positive, c'est une solution dans ce cas de figure? C'est un mot qui fait peur parce qu'on entend discrimination, on se demande comment la discrimination peut être positive. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça commence bien avant la classe prépa. Dans son interview aux Échos, que j'ai lu avec un grand intérêt, elle explique que, et c'est vrai, que quand les enfants rentrent au CP, il y a un goût similaire entre les garçons et les filles pour les mathématiques, et qu'à la fin du premier trimestre de CP, déjà, les filles ont commencé à décrocher et que ça ne fait que s'accroître tout au long de la scolarité. Donc, il y a plusieurs mesures qui sont présentées par Elisabeth Borne. Elle dit aussi qu'avant la rentrée, les instituteurs, y compris en primaire, seront formés aux stéréotypes de genre. Parce qu'elle dit, par exemple, les enfants garçons lèvent plus la main que les filles, donc ils vont plus souvent au tableau, etc. Elle dit aussi que dans les bulletins scolaires, on va plus facilement qualifier une fille de consciencieuse, là où on dira pour un garçon qu'il est brillant. Moi, donc il faut un peu forcer le destin, changer les mentalités. Absolument pas que c'est la faute des instituteurs, je le dis aussi, parce que les stéréotypes de genre, ils ne sont pas véhiculés qu'à l'école, c'est partout, tout le temps, dans la famille, à la télé, tout le temps. Et puis, quand les gens regardent la télé, ils voient qu'il y a moins de femmes politiques, qu'il y a moins de femmes ingénieurs, qu'il y a moins de femmes chefs d'entreprise, partout. Donc, il y a ce syndrome de l'imposteur dont on vient de parler, il vient aussi de ça. Il vient aussi de ce qu'on voit partout, tout le temps. Et donc, c'est compliqué de se sentir légitime quand la société nous rappelle à chaque moment qu'on l'est un peu moins. Donc, éventuellement, mettre des quotas pour forcer le destin. Écoutez, on l'a fait en politique. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas dans d'autres milieux. Mais j'invite d'ailleurs aussi les femmes à s'engager en politique. Nous ne sommes pas assez. Un mot d'ArcelorMittal. Vous étiez présent à Dunkerque jeudi dernier aux côtés des salariés, l'actionnaire qui confirme que 295 postes vont être supprimés rien qu'à Dunkerque. Et une nouvelle réunion a eu lieu hier entre les partenaires sociaux et le ministre de l'Industrie qui écarte toujours la piste de la nationalisation. Est-ce que vous pensez qu'on pourra trouver une solution dans ce problème ? J'espère bien, parce que ce qui se joue à ArcelorMittal, c'est des emplois, vous l'avez dit. Je rappelle quand même qu'au-delà des emplois directs qui vont être supprimés, c'est une famille sur 5 dans le Dunkerquois qui dépend directement ou indirectement de l'activité ArcelorMittal. C'est un plan social massif à Arcelor, c'est dramatique pour tout le territoire. Moi, je suis conseillère régionale des Hauts-de-France. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les hauts fourneaux en France, il en reste 4 à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. Ils ont encore de l'avenir en France, les hauts fourneaux ? J'espère bien, parce qu'ils produisent 70% de l'acier utilisé en Europe. Et donc, si ce qu'on se dit, c'est que ce n'est pas grave de les fermer et qu'on peut dépendre exclusivement de la Chine et des États-Unis, en termes y compris de souveraineté industrielle, ça pose un problème énorme. Donc oui, il faut agir. Et je ne comprends pas pourquoi on m'explique en France que ce n'est pas possible, que c'est trop compliqué, alors qu'au Royaume-Uni, en Angleterre, ils l'ont fait pour sauver leurs 2 hauts fourneaux que l'actionnaire chinois avait décidé de mettre à l'arrêt. L'État a pris le contrôle de l'entreprise. Et quand je vois le pognon de dingue, pour reprendre les termes de Macron, qu'on a mis dans Arcelor, de 2013 à 2023, 392 millions d'euros de subventions publiques à Arcelor. Je sais, j'en ai voté une partie en tant que conseillère régionale des Hauts-de-France. Là, on parlait de 800 à 850 millions d'euros pour aider à décarboner l'acier français, ce qu'il faut faire. Mais, donc, quel message vous lancez ce que je dis, c'est que quand on met de l'argent dans ce type d'entreprise, je n'ai pas de problème à ce qu'on fasse, mais ça doit être en fait des entrées au capital. Ça doit se traduire par le fait que l'État ait pris sur les décisions. Parce que quand je vois qu'un groupe qui fait plus d'1,3 milliard de profit l'année dernière licencie pour raisons économiques, ouais, j'ai un peu de mal quand même. Marine Tondelier, ce mercredi sort donc le livre La Meute sur les méthodes au sein de la France insoumise. Il est signé par 2 confrères, Charlotte Belaïch, Olivier Perroux, qui compile plus de 200 témoignages. Il y a plein d'extraits, notamment un qui vous concerne directement. Ce serait un texto envoyé le 21 octobre 2024, quand vous sortez du plateau de France 3. Vous dites qu'il faut arrêter les querelles intestines à gauche, en gros, et Jean-Luc Mélenchon... Je dis qu'il faut arrêter les méthodes de bourrin. Et je ne parle pas spécifiquement, je parle à l'époque de Lucie Castet, dont des partis ne veulent pas à Grenoble pour la législative partielle. Et vous receviez ce texto, « Je vais te mettre la dose que tu mérites ». Il y a un mot qui n'est pas le bon. Lequel ? C'est pas la dose que tu mérites, qui n'est pas le bon. C'est-à-dire, vous avez... Non, c'était on va te renvoyer la dose que tu mérites, de mémoire. Bon, écoutez, moi, si ce que vous voulez que je vous dise ce matin, c'est que j'ai un problème parfois avec Jean-Luc Mélenchon, avec les méthodes et avec la manière dont fonctionne la France insoumise, que je ne trouve pas que c'est comme ça que devrait fonctionner un parti politique, je peux vous le dire. Et d'ailleurs, je suis à la tête d'un parti qui fonctionne d'une manière très, très différente. Et donc, voilà, il est net que les écologistes ont fait un choix différent de fonctionnement, de méthode, de style, d'état d'esprit, qu'on le revendique, et c'est pour ça que les gens qui viennent chez nous, viennent chez nous. Donc voilà, c'est très clair. Mais quand vous dites ça, quand vous recevez ce genre de choses, vous ne vous dites pas que vous ne pouvez plus travailler avec ce parti, avec Jean-Luc Mélenchon ?
Ah bah, on n'a pas eu beaucoup d'échanges depuis ce texto. Si vous voulez savoir, moi j'avais répondu évidemment. Il y a tout un échange, parce que ça se passe souvent comme ça avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'on est dans un monde où tout glisse très vite. Donc oui, il faut se battre sur les valeurs. Et en politique, pour moi, la forme fait partie du fond. Donc je le dis et je le redis. Après, je vois bien dans le monde politico-médiatique dans lequel on va parler pendant des jours et des jours de ce livre de la France insoumise, dans lequel moi, particulièrement, je ne l'ai pas lu, je vais le lire ce week-end parce qu'il est sorti ce matin. De ce que j'ai vu dans la presse, dans les avant-papiers, je n'apprends rien de nouveau sous le soleil. Ce que je veux vous dire, par contre, c'est que ce que je vois chaque jour, c'est un monde qui dérape complètement. Aujourd'hui, les démocraties en Europe sont menacées. Les personnes décrochent socialement en France. L'habitabilité même de la planète est remise en question. Et ça, que je sache, c'est pas de la faute de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais quand vous voyez vos partenaires de gauche, Fabien Roussel qui dit c'est une secte, il faut arrêter avec effectivement ce parti, une partie du PS qui a coupé les ponts. Alors, en fait, il n'y a que vous qui continuez de dire il faut continuer de travailler à se parler avec la France insoumise et toute la gauche. Alors, Fabien Roussel, comme souvent, il utilise des mots dont je lui laisse le choix, ça lui appartient, ce pas les mots que moi j'emploierai. Ensuite, il y a des conflits politiques à gauche comme partout. On n'est pas d'accord sur tout et c'est logique. Et vous pouvez continuer de parler avec ce parti, avec la France insoumise. C'est que le fascisme, non pas est à nos portes, il a déjà passé le seuil. Et que ce qui nous attend dans les mois et dans les années qui viennent, c'est les fascistes au pouvoir en France. Et donc je veux bien que certains ne voient les problèmes qu'à leur gauche. C'est une maladie très courante en France, en politique. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ce relativisme où le AFI serait accusé de tous les maux, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas toute la France insoumise. Les électeurs de la France insoumise, c'est pas juste ce livre non plus. Voilà, ils votent pour la France insoumise pour des raisons qu'il faut entendre aussi. Et donc, je trouve que ce jeu qui consisterait à dire, alors la France insoumise, ils ne sont plus du tout fréquentables, il ne faut plus travailler avec eux. Puis surtout, à mon avis, après, il ne faudra plus travailler avec les écolos, il ne faudra pas travailler avec les communistes, même une partie des socialistes sont infréquentables. Et à ce petit jeu-là, les gens qui disent ça, eux, ils ne voient jamais le problème avec le Rassemblement national. Donc je pense qu'il y a aussi une stratégie de diversion qui consiste à dire, voilà, le mal incarné en France maintenant, c'est Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. La France insoumise a une responsabilité là-dedans. Il doit faire attention. Particulièrement. Il a fait un livre qui s'appelle Faites mieux, de mémoire. On doit tous faire mieux tout le temps. Parce qu'on voit bien que quand... Moi, je regardais bien les sondages d'opinion sur la NUPES ou sur le Nouveau Front Populaire. Ils étaient indexés sur la plus mauvaise image des partis la composant. Et donc, on voit bien que ça dessert tout le monde à la fin. Donc, il faut se ressaisir. Et pour la question qui est de savoir si nous, on veut travailler avec la France insoumise, nous voulons travailler avec tout le monde. C'est notre ligne stratégique, parce que si on ne le fait pas, il n'y a pas de victoire possible pour la gauche et les écologistes en 2027. Par contre, moi, c'est plutôt à eux que je pose la question. Est-ce qu'ils veulent travailler avec nous ? Parce qu'aujourd'hui, quand on propose un cadre commun pour l'élection présidentielle, qui est une condition nécessaire pour que la gauche soit présente au deuxième tour et pour qu'on évite un deuxième tour droite, extrême droite, quand la France insoumise dit « nous, ça, on ne répond pas à cette question, nous, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, on aura un candidat soumis », je suis en désaccord avec cela. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que c'est plutôt eux qui ne veulent pas bosser avec nous pour 2027 que l'inverse. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de candidat unique à gauche pour toute la gauche à l'élection présidentielle. C'est une utopie. Un candidat unique, si Jean-Luc Mélenchon veut à tout prix y aller, lui ou un autre insoumis, ça n'existera pas. Une candidature commune, oui, c'est possible. Et ce que les sondages démontrent, c'est qu'une candidature commune avec un à gauche, Jean-Luc ou quelqu'un d'autre qui décide d'y aller tout seul et tous les autres ensemble, peut accéder aussi au deuxième tour. C'est le sondage Donc IFOP, effectivement, que vous avez tweeté. On ne dépend pas que d'une seule personne, et c'est heureux, c'est dans nos valeurs aussi à gauche. Maintenant, il faut que les autres travaillent ensemble. J'ai entendu qu'il n'y avait pas que Jean-Luc Mélenchon qui avait envie d'y aller tout seul. Donc voilà, je tire la sonnette d'alarme ce matin. Les écologistes restent et seront fidèles à la promesse de cet été. La question que j'adresse à mes partenaires, c'est « et vous ?» Et on a écrit en début de semaine à l'intégralité de nos partenaires politiques, en tant que direction écologiste, puisqu'on a eu un congrès, qu'on a une nouvelle direction, pour leur proposer de les rencontrer un par un, pour examiner avec eux comment on fait pour les municipales, pour qu'un maximum de villes écologistes, de villes écologistes restent écologistes, les villes de gauche restent de gauche, et que les villes de droite basculent au maximum à gauche. Vous avez une réponse ? Ça va venir. J'imagine que là, mon téléphone est en train de sonner dans la loge, donc je vais m'empresser de le retrouver. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui expliquer à des gens qui vivent en France qu'on va les priver de politique progressiste, de gauche, écologiste, parce qu'on n'est pas capable de discuter ensemble. Ça, ce serait vraiment être très déconnecté. Je pense qu'il y a entre les appareils politiques d'un côté et la base, les électeurs, les habitants de l'autre, il y a un fossé qui se creuse aussi pour ça. Ils disent, attendez, vous portez des programmes, mais vous nous interdisez de pouvoir en bénéficier parce que vous n'êtes pas capable de discuter. C'est incompréhensible. Donc nous, on dit stop et on continuera là-dessus d'être très véhément. Marine Tondelier qui était réélue à la tête des écologistes, les Verts, le 19 avril dernier largement. Merci d'avoir été l'invité des 4V.